Le vent salé de la Méditerranée fouettait mon visage comme une gifle inattendue. Et je trébuchais sur le pavé irrégulier de la Rambla. Mon cœur cognant contre mes côtes comme s'il voulait s'échapper. Lucie. Si tu pars ce soir, c'est pour toujours, avait murmuré Élodie. Sa voix brisée par les larmes qu'elle retenait à peine. Ses yeux noisettes implorant un sursis que je refusais de lui accorder. Dans l'ombre du vieux lampadaire, son silhouette se dissolvait déjà en un fantôme. Et je sus, au plus profond de moi, que j'emportais avec moi non pas une victoire, mais une malédiction éternelle. Paris m'avait appelé comme une sirène impitoyable. Avec ses boulevards haussmanniens et ses ambitions dévorantes. Mais c'est à Barcelone que tout avait commencé. Dans la chaleur étouffante d'un été andalou qui collait à la peau comme une promesse inavouable. J'avais 28 ans. Fraîchement diplômée de la Sorbonne en droit international. Et j'avais atterri dans cette ville vibrante pour un stage chez un cabinet d'avocats spécialisé dans les fusions transfrontalières. Barcelone. Avec ses mosaïques gaudiens et ses ruelles labyrinthiques du Barry gothique. Était un tourbillon de couleurs et de passion. Un lieu où l'Espagne du Sud se mêlait à l'héritage catalan dans une danse enivrante. C'est là que j'avais rencontré Élodie. Lors d'une réception mondaine sur les hauteurs de Montjuïc, où les vignes du Penedès coulaient à flot et où les rires fusaient comme des feux d'artifice. Elle était serveuse ce soir-là. Un poste temporaire pour financer ses études d'architecture à l'ETSAB. Mais sa présence irradiait une grâce naturelle qui la faisait ressortir parmi la foule guindée de juristes et d'entrepreneurs. Ses cheveux noirs, coupés en un carré impeccable, encadraient un visage aux traits fins, olive, hérité d'une mère basque et d'un père catalan. À 30 ans, elle avait déjà cette maturité sereine. Ses yeux noisettes qui semblaient lire en vous comme un plan ancien de Gaudí. Révélant les fissures cachées sous la façade. Moi. Lucie. Avec mes cheveux châtains mi-longs que je laissais onduler librement sous le soleil méditerranéen. Et mes yeux verts hérités d'une lignée normande. J'étais l'intruse parisienne. Ambitieuse et impatiente. Portant des tailleurs cintrés qui masquaient mon corps athlétique forgé par des années de course à pied le long de la Seine. Notre premier regard s'était accroché au-dessus d'un plateau de jamon ibérico et de cava pétillant. Elle m'avait tendu une flûte. Nos doigts s'effleurant un instant de trop. Et j'avais senti un frisson électrique remonter le long de mon bras. Comme si la ville entière conspirait pour nous unir. Vous n'êtes pas d'ici? N'est-ce pas? Avait-elle dit. Son accent catalan chantant roulant les airs avec une douceur qui contrastait avec la fermeté de son regard. Non. De Paris. Mais Barcelone. Elle me happe déjà. Nous avions ri. Et la nuit s'était étirée en une conversation fiévreuse sur l'architecture moderniste versus le rationalisme haussmannien. Sur les rêves d'indépendance catalane et les chaînes invisibles de la bureaucratie européenne. À l'aube, alors que les premiers rayons roses caressaient les flancs de la Sagrada Familia, nous nous étions embrassés pour la première fois. Sous un ciel qui semblait approuver notre audace. Les mois suivants furent un tourbillon de passion dévorante. Un amour lesbien qui défiait les conventions avec la fougue d'une tauromachie sans matador. Nous vivions dans un petit appartement du quartier de Gracia. Aux murs tapissés de croquis d'Élodie des esquisses de bâtiments imaginaires où les courbes organiques de Gaudí se mêlaient à des lignes épurées inspirées de Le Corbusier. Nos nuits étaient remplies de caresses urgentes. De murmures en français et en catalan qui se fondaient en un idiome secret. Nos corps entrelacés comme les racines d'un olivier centenaire. Élodie m'apprenait à danser la sardane sous les étoiles de la Plaça del Sol. Ses mains sur mes hanches guidant mes pas maladroits. Tandis que je lui lisais des extraits de Proust à voix haute. Sa tête nichée contre mon épaule. Riant des digressions interminables du narrateur. Tu es ma Madeleine? Lucie. Me disait-elle. Ses lèvres effleurant mon cou. Un goût d'enfance volé que je redécouvre à chaque baiser.
Mais sous cette idylle, les fissures apparaissaient déjà, subtiles comme les craquelures d'une fresque ancienne. Mon stage se transformait en contrat à durée indéterminée. Et les heures s'allongeaient, volées à nos soirées. Le cabinet, dirigé par un avocat madrilène au charme paternaliste nommé Sonor Ruiz, me confiait des dossiers de plus en plus complexes, des négociations pour l'acquisition d'hôtels de luxe sur la Costa Brava, des litiges sur les droits de propriété intellectuelle dans l'industrie vinicole. J'excellais, bien sûr mon esprit analytique, aiguisé par les séminaires impitoyables de la fac de droit, décortiquait les clauses comme un chirurgien. Mais chaque promotion en vue signifiait des voyages plus fréquents à Madrid, à Bruxelles, et inévitablement, à Paris. Élodie, de son côté, enchaînait les nuits blanches sur ses projets d'architecture, rêvant d'un cabinet à elle où elle pourrait restaurer les masses catalans en péril, infuser du modernisme dans l'héritage rural. Un soir d'automne, alors que les feuilles des platanes de la Passaic de Gracia tourbillonnaient comme des confettis mélancoliques, la première tempête éclata. J'étais rentré tard, épuisé d'une journée de négociations tendues avec des investisseurs italiens, et je trouvais Élodie assise sur notre balcon minuscule, un verre de vermut à la main, fixant les lumières de la ville. Tu sens ça, Lucie? L'odeur de la mer qui s'éloigne? C'est comme nous. Sa voix était calme. Trop calme. Et je sentis mon estomac se nouer. Nous parlâmes des heures, nos mots se heurtant comme des vagues contre les falaises de la Costa Dorada. Elle voulait que je reste. Que je construise une vie ici. Avec elle. Loin des sirènes parisiennes. Barcelone nous a choisis. Ma chérie. Pourquoi la laisser nous arracher l'une à l'autre? Moi. Je parlais de mon rêve, devenir associé dans un grand cabinet international. Gravir les échelons jusqu'à influencer les politiques européennes sur le commerce durable. C'est pour nous. Élodie. Pour un avenir stable. Où je pourrais te soutenir dans tes projets. Mais au fond, je savais que c'était un mensonge poli. Mon ambition était un feu vorace qui consumait tout. Y compris les tendres braises de notre amour. Les disputes s'espacèrent, puis se firent plus âpres, ponctuées de silences lourds comme le brouillard côtier. Élodie, avec sa sensibilité d'artiste, percevait ma distance grandissante, elle me surprenait parfois en train de fixer mon ordinateur portable. Les yeux brillants d'un email flatteur d'un recruteur parisien. Tu pars déjà en esprit? N'est-ce pas? Murmurait-elle. Et je détournais le regard. Coupable. Le point de non-retour survint en décembre, sous un ciel plombé qui annonçait la Noël catalane. J'avais reçu l'offre, un poste senior au cabinet Lemaire et Associés, à Paris, avec un salaire doublé et une perspective de partenariat en 3 ans. C'était le Graal. La validation de toutes mes nuits blanches. Élodie l'apprit par inadvertance, en voyant l'email ouvert sur mon écran pendant que je prenais une douche. Quand je sortis, enveloppée dans une serviette, elle était là. Pâle comme un spectre. Les bras croisés sur sa poitrine comme pour se protéger d'un coup invisible. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas accepté. Sa voix tremblait. Un mélange de fureur et de désespoir qui me transperça le cœur. Nous hurlâmes cette nuit-là. Nos voix ricochant contre les murs minces de l'appartement, attirant les regards curieux des voisins. Elle me supplia. Les larmes coulant enfin, traçant des sillons sur ses joues. Je t'aime, Lucie. Plus que tout. Mais si tu pars, emporte-toi avec toi ce que nous avons bâti. Je ne survivrai pas à un fantôme. Et moi?
Dans un élan de lâcheté masqué en résolution, je répondis, c'est ma chance. Élodie. Notre chance. Attends-moi. Je reviendrai. Mais nous savions toutes les deux que c'était fini. Le lendemain, je bouclai mes valises sous ses yeux rougis. Et en franchissant le seuil, je l'embrassai une dernière fois. Un baiser salé de larmes et de regrets. La porte se referma derrière moi avec un claquement définitif. Et Barcelone, cette belle séductrice, me laissa partir sans un murmure. Les années suivantes à Paris furent un tourbillon de succès frelatés. J'escaladai les échelons avec une détermination féroce, associé junior à 32 ans. Spécialisé en droit des affaires européennes. Négociant des contrats multimillionnaires pour des géants de l'énergie renouvelable. Mes journées étaient un kaléidoscope de réunions dans des salles vitrées surplombant la Seine. De dîners networking au Fouquet's. De voyages en jet privé à Strasbourg pour des auditions au Parlement européen. J'habitais un appartement haussmannien impeccable dans le 7e arrondissement. Meublé de design scandinave minimaliste. Où des bouteilles de vin bordelais s'alignaient comme des trophées solitaires. Mais chaque soir, en rentrant, le silence me happait. Et je revoyais Élodie, son rire cascadant dans les ruelles de Gracia. Ses doigts traçant des arabesques sur ma peau. Ses yeux implorant sur ce balcon maudit. Je n'osais pas la contacter. Les premiers mois, j'envoyais des cartes postales laconiques depuis Paris des vues de la Tour Eiffel sous la neige. Des mots froids comme « Je pense à toi ». Tout va bien ici. Elle ne répondit jamais. Et le silence s'épaissit comme une brume. Par les réseaux sociaux, j'appris par bribes, elle avait terminé ses études. Ouvert un petit cabinet d'architecture à Barcelone. Spécialisé dans la rénovation écologique des bâtiments historiques. Des photos la montraient rayonnante. Entourée d'artisans souriant sur des chantiers ensoleillés. Son carré de cheveux noirs désormais rehaussé de mèches au burn. Son sourire intact mais teinté d'une mélancolie nouvelle. Une fois, je vis une story Instagram, elle à la Sagrada Familia. Caressant une pierre sculptée. Avec la légende, reconstruire sur les ruines. Mon cœur se serra. Et je fermai l'application. Le souffle court. Puis, un matin de printemps 2025, tout bascula. J'étais en réunion stratégique chez le maire et associés. Entouré de costumes sombres et de projecteurs LED. Quand le nom apparut sur l'écran, partenariat avec Estudi Élodie Architectura. Barcelone. Mon sang se glaça. Élodie. Elle avait grandi. Son cabinet s'était imposé comme un acteur clé dans les projets de développement durable en Catalogne. Et notre firme cherchait un allié local pour un méga-projet, la rénovation d'un quartier entier du port de Barcelone en éco-quartier high-tech. Le destin, ce farceur cruel, nous réunissait non dans les bras l'un de l'autre, mais autour d'une table de conférence. La première réunion fut un cauchemar éveillé. Via Zoom. Depuis mon bureau parisien aux murs crème et aux étagères remplies de codes civils reliés cuir, je la vis apparaître, 35 ans maintenant. Plus assurée. Ses yeux noisettes fixés sur l'objectif avec une intensité qui me cloua sur place. Bonjour à tous. Dit-elle d'une voix professionnelle. Fluide. Teintée de cet accent catalan qui hantait encore mes rêves. Élodie Villa. Pour Estudi Élodie. Ravi de collaborer sur ce projet visionnaire. Nos regards se croisèrent à travers l'écran. Et le monde s'effaça, il n'y avait plus qu'elle. Un fantôme en chair et en os. Et moi. La traîtresse couronnée de lauriers vides. Elle ne broncha pas. Mais je vis le voile passer sur son visage. Un éclat de douleur vite masqué par un sourire poli. La réunion se déroula en un brouillard, elle présenta ses plans avec une maîtrise impeccable.
Des rendus 3D de bâtiments aux façades végétalisées, intégrant harmonieusement l'héritage moderniste à des technologies vertes. Je hochai la tête mécaniquement, mon stylo griffonnant des notes illisibles. Tandis que mon esprit hurlait, « Pourquoi maintenant? Pourquoi toi ?» À la fin, quand les écrans s'éteignirent un à un, elle fut la dernière à partir. Nos regards se verrouillèrent à nouveau, et elle murmura. Si bas que seuls les micros captèrent, c'est drôle. Non. Lucie. Le monde est petit. Ou cruel. Puis. L'écran noir. Je restai figé. Le cœur battant. Réalisant que le fantôme que j'avais créé n'était plus une ombre dans mes souvenirs, mais une présence tangible. Entend chaque réunion à venir. Et au fond de moi, une petite voix susurrait, c'est ta punition. Et peut-être ta rédemption. Les semaines suivantes furent une danse macabre sur le fil du rasoir. Un ballet de professionnalisme forcé où chaque interaction avec Élodie était une mine prête à exploser. Le projet, baptisé « Port Vert », avançait à grands pas, des échanges d'emails froids, des visioconférences où ces propositions architecturales des tours solaires inspirées des formes organiques de Miro. Des espaces publics fluides évoquant les plazas catalanes rencontraient mes analyses juridiques sur les subventions européennes et les normes environnementales. Sur le papier, c'était une synergie parfaite, son créativité visionnaire complétée par ma rigueur légale. Mais en réalité, c'était une torture exquise, un rappel constant de ce que j'avais sacrifié. Je me surprenais à décortiquer ces messages, cherchant des indices dans le ton impersonnel, cordialement, sec. Un émoji neutre pour ponctuer une idée technique. Était-ce de la haine? De l'indifférence? Ou pire? De la pitié? Mes nuits parisiennes, autrefois rythmées par le ronronnement distant du métro, se peuplaient maintenant de rêves fiévreux, Élodie sur notre balcon de Gracia, tendant la main vers moi tandis que je m'éloignais sur un train fantôme pour Paris. Ses cris se muant en écho de vagues méditerranéennes. Je me réveillais en sueur, le goût salé des larmes sur les lèvres, et allumais mon ordinateur pour relire nos anciens messages, ceux d'avant la rupture. Plein de « je t'aime », ma catalane, et de cœurs dessinés en ASCII. Pour survivre, je m'enfonçais dans le travail avec une frénésie accrue. Sonore Ruiz, promu partenaire international depuis mon arrivée, me confia la coordination globale du projet, me félicitant d'un « bravo ». Lucie, tu es notre atout franco-espagnol, lors d'un déjeuner au Plaza Athénée. Mais même là, l'ombre d'Élodie planait, j'imaginais la raconter à des amis. Ma première grande cliente? Une ex qui m'a brisé le cœur. Ironie du sort? Non. Mes collègues? Ces requins bienveillants du barreau parisien? Remarquaient mon humeur erratique. Tout va bien. Lucie, tu sembles distraite? Me glissa un jour Marie, ma mentor quinquagénaire au tailleur Chanel impeccable. Je balayai d'un sourire, juste le jet lag émotionnel des fusions transfrontalières. La première confrontation physique survint en mai, quand le projet exigea ma présence à Barcelone pour une série de réunions sur site. J'atterris à El Prat sous un soleil implacable, l'air chargé d'iode et de jasmin qui raviva des souvenirs enfouis. La ville m'accueillit comme une amante jalouse, les mosaïques bleues du parc Güell scintillaient. Les fontaines de la Plaza Royale chantaient leur éternelle sérénade. Mais chaque coin de rue murmurait son nom. Élodie. Notre hôtel, un boutique design du quartier de l'Eixample, était à 2 pas de son bureau. Et je passai la première nuit à fixer le plafond, écoutant les rires lointains des terrasses. Le lendemain, dans la salle de conférence d'un immeuble moderniste aux vitraux colorés,
Elle entra, vêtue d'une robe patineuse vert olive qui soulignait sa silhouette élancée. Ses cheveux noirs lissés en arrière révélant un collier de perles baroques, un héritage familial. Sans doute. À 35 ans, elle avait gagné en assurance. Ses mouvements fluides comme un croquis vivant. Mais ses yeux. Ils portaient les stigmates de notre histoire. Une profondeur hantée qui me coupa le souffle. La réunion démarra sur des présentations techniques, ingénieurs espagnols disséquant les fondations hydrofuges. Urbanistes débattant des zones piétonnes. Je pris la parole sur les implications légales des partenariats publics-privés. Ma voix ferme, citant des directives de l'UE avec une précision chirurgicale. Mais à mi-chemin, nos regards se croisèrent, et elle trébucha sur une phrase, les façades végétalisées permettront une intégration harmonieuse avec. Le silence s'étira, et je sentis tous les yeux sur nous. À la pause café, elle s'approcha de la machine à espresso, et je ne pus résister. Élodie. Ma voix était un murmure, chargé de tout ce que les mots ne pouvaient porter. Elle se tourna lentement, une tasse fumante en main. Son expression un masque de courtoisie professionnelle. Lucie. Le projet avance bien. N'est-ce pas? Tes inputs juridiques sont impeccables. Comme toujours. Le sarcasme subtil. Comme un pic empoisonné. Je déglutis. Cherchant les mots. Je ne m'attendais pas à ça. À nous. Ici. Elle haussa un sourcil. Un geste si familier qu'il me transperça. Le destin a un sens de l'humour tordu. Ou peut-être est-ce karma. Tu te souviens de cette nuit sur la Rambla? Quand tu as dit que tu reviendrais? Sa voix baissa. Un filet de vulnérabilité perçant le vernis. Eh bien. Me voilà. Pas comme tu l'imaginais. J'imagine. Nous nous isolâmes dans un couloir adjacent. Les murs couverts de fresques abstraites évoquant les rêves de Dahl. Les mots jaillirent alors. Un torrent longtemps contenu. Je lui parlais de Paris. De ses victoires creuses. De la solitude qui rongeait mes triomphes comme la rouille en fer forgé. J'ai cru que c'était le prix à payer pour l'ambition. Mais sans toi. Élodie. C'est un désert. Elle écouta. Les bras croisés. Ses yeux brillants de larmes refoulées. Puis. D'une voix brisée, tu m'as abandonné? Lucie. Pas pour une carrière, pour ta peur de l'engagement. J'ai reconstruit ma vie ici. Pierre par pierre. J'ai des projets. Des amis. Une vie. Et toi? Tu hantes encore mes nuits. Un fantôme que j'essaie d'exorciser. Elle s'approcha. Si près que je sentis son parfum, un mélange de bergamote et de sel marin. Inchangé. Nos lèvres frôlèrent presque. Un instant suspendu où le temps s'arrêta. Mais elle recula. Le souffle court. Pas ici. Pas comme ça. Le reste de la semaine fut une agonie masquée en productivité. Nous collaborâmes avec une efficacité glaçante. Mais chaque contact un effleurement de main sur un plan. Un regard prolongé lors d'une inspection sur le chantier du port ravivait la flamme. Une nuit. Après un dîner d'équipe arrosé de rioja dans un restaurant du Born, je la raccompagnai à son appartement. Un loft rénové dans une ancienne usine textile. Aux murs blancs ponctués de ses maquettes. Devant la porte, l'alcool d'Eliano Lang. Et si on recommençait, murmurai-je. Ma main sur sa joue. Elle ferma les yeux. Un soupir échappant de ses lèvres. Tu partiras encore? Lucie.
Et je ne survivrai pas 2 fois. Puis, dans un élan de désespoir passionné, elle m'embrassa un baiser vorace, chargé de 5 ans de manque, nos corps se pressant contre la porte comme pour fusionner enfin. Nous entrâmes. Et la nuit se consuma en une redécouverte fiévreuse, ses mains explorant mes courbes avec une tendresse mêlée de reproches. Mes lèvres traçant des excuses muettes sur sa peau olive. Au petit matin, enlacée dans des draps froissés imprégnés de notre odeur commune, elle murmura, « C'est une trêve ? Pas une paix. » Mais la réalité nous rattrapa vite. De retour à Paris, les emails reprirent leur ton distant. Et une nouvelle complication surgit, une clause contractuelle obscure sur les droits de propriété intellectuelle, qui menaçait de torpiller le partenariat. Élodie, de son côté, dut affronter une crise interne, un investisseur catalan récalcitrant qui contestait ses designs comme « trop francophiles ». Nos échanges devinrent plus tendus. Des pics voilés sous les termes techniques, ton approche légale est rigide. Lucie, comme à ton habitude. Et tes esquisses sont poétiques. Élodie, mais impraticables sans cadre. Le fantôme n'était plus seulement dans les réunions, il habitait nos veines. Un poison doux qui altérait chaque décision. Puis vint la trahison. Celle qui brisa le fragile équilibre. En juillet, lors d'une session de négociation à Bruxelles, ces couloirs de verre et d'acier où l'Europe se forge en compromis âpres, je fis un choix qui me entrait. Le cabinet Lemaire, pressé par des clients plus lucratifs, me proposa de s'aborder une partie du projet Port-Vert pour favoriser un deal avec une multinationale pétrolière. C'était une promotion assurée, partenaire pleine, un bureau avec vue sur les Invalides. Hésitante, je consultai Élodie par appel vidéo. Son visage pixelisé dans la lumière crue de son bureau barcelonais. Que fais-tu, Lucie? Ce projet, c'est plus qu'un contrat, c'est un rêve pour la ville, pour l'environnement. Sa voix suppliait, et je vis dans ses yeux l'ombre de notre rupture passée. Mais l'ambition, cette vieille sorcière, murmura à mon oreille, c'est pour ton avenir. Le sien aussi. Un jour, j'acceptai le compromis. Un email discret à Ruiz. Une clause modifiée qui diluait les engagements verts au profit d'intérêts commerciaux. Quand Élodie l'apprit, via un leak interne, son message fut laconique, « Félicitations pour ta promotion. Tu n'as pas changé. Adieu. » Le mot « adieu » me frappa comme un coup de poignard. Et pour la première fois, je pleurai des sanglots rauques dans mon appartement vide. Les lumières de Paris scintillant comme des yeux moqueurs. J'avais trahi non seulement le projet, mais elle. Encore une fois. Le fantôme s'était mué en spectre vengeur. Et je sus que la prochaine réunion serait la dernière danse. Pourtant, au milieu de cette tourmente, une lueur humaniste perça, Élodie. Malgré tout, ne lâcha pas. Elle rallia des architectes locaux. Lança une pétition publique pour sauver l'essence verte du projet, transformant la trahison en un cri collectif pour la durabilité. Ses interviews dans El Periódico la montraient combative, rayonnante d'une force nouvelle. Et je réalisai, avec un pincement au cœur, qu'elle avait grandi 100 mois plus forte, plus entière. Moi, en revanche, je me sentais diminuer. Mon reflet dans le miroir parisien révélant des cernes profonds. Un sourire forcé. L'ambition avait gagné une bataille, mais la guerre pour mon âme ne faisait que commencer. Tout apporta une chaleur suffocante à Barcelone. Un sirocco venu d'Afrique qui rendait l'air poisseux et les humeurs explosives. Comme si la ville elle-même bouillonnait de rage contenue. Le scandale autour du Port-Vert avait éclaté,
des articles dans la Vanguardia accusaient les « vautours parisiens » de diluer l'âme écologique du projet. Et Élodie, propulsée en icône locale, menait la charge avec une éloquence qui me rappelait nos nuits de débats passionnés. Ce n'est pas qu'une question de béton et de verre, déclarait-elle dans une interview télévisée. Sa voix résonnant dans mon salon parisien via un flux en direct. C'est l'avenir de nos côtes, de nos enfants. Et je ne laisserai pas des intérêts cupides l'engloutir. Assise sur mon canapé en velours gris, un verre de chardonnay à la main, je la regardais, hypnotisée par sa fureur justicière, et une vague de fierté mêlée de jalousie m'envahit. Elle était devenue cette femme que j'avais toujours su qu'elle pouvait être une lionne catalane. Griffe sortie. Mais sous cette admiration, la culpabilité rongeait. Ruiz, sentant le vent tourner, me convoqua dans son bureau au lambris de chêne. Une pièce imprégnée d'odeurs de cigares cubains et d'ambition rance. Lucie. Ma chère. Ce petit accroc sur Port-Vert. Géré avec brio. Mais nous devons contre-attaquer. Une réunion extraordinaire à Barcelone la semaine prochaine. Pour sauver le projet. Montre-leur ton charisme français. Son clin d'œil complice me donna la nausée. Sauver? C'était une mise en scène? Un pansement sur une plaie gangrenée. J'acceptais. Bien sûr, refuser aurait signifié l'exil professionnel. Mais en réservant mon vol. Mes doigts tremblaient sur le clavier. Cette fois. Ce ne serait pas une visite professionnelle, ce serait un face-à-face. Nu et impitoyable. J'arrivais à Barcelone sous un ciel orageux. Les nuages lourds comme mes regrets. L'hôtel était le même. Mais la ville avait changé, des banderoles, Salve el Port-Vert, flottaient au balcon. Et l'air vibrait d'une énergie militante. La réunion se tenait dans un entrepôt réhabilité du port. Un espace brut aux poutres apparentes et aux murs de briques rouges. Transformé en hub créatif par des collectifs artistiques. Quand j'entrai, la salle bruissait, ingénieurs, militants écologistes, journalistes locaux. Et au centre, Élodie. Perchée sur une estrade improvisée, un micro à la main. En jeans slim et chemise blanche roulée au coude. Ses cheveux noirs noués en un chignon négligé qui laissait échapper des mèches rebelles. À 35 ans, elle irradiait une beauté sauvage. Ses yeux noisettes flamboyants de défi. Et la foule l'acclamait comme une héroïne. Nos regards se croisèrent instantanément. Et le brouhaha s'estompa. Elle continua son discours. Imperturbable, nous ne négocierons pas l'âme de notre ville. Le Port-Vert doit être un modèle. Pas un compromis. Applaudissements tonitruants. Puis. Ce fut mon tour. Je montai sur l'estrade. Le cœur cognant. Et déployai mon arsenal rhétorique, concessions européennes révisées. Fonds additionnels pour les volets verts. Une vision partagée, qui masquait à peine la capitulation de Lemaire. La foule murmura. Sceptique. Et Élodie, assise au premier rang, croisa les bras. Son expression un mur de glace. À la fin, quand les questions fusèrent, et les dilutions contractuelles, Madame la juriste, elle intervint. Sa voix tranchante comme une lame, Lucie. Vous parlez de compromis. Mais en droit, un compromis n'est-il pas parfois une trahison déguisée? Le mot, trahison, plana comme un couperet. Et la salle retint son souffle. Je balbutiai une réponse technique. Mais elle se leva, s'approchant du micro avec une grâce féline. Permettez-moi d'illustrer. Il y a 5 ans, j'ai fait un compromis en amour. J'ai laissé partir la femme que j'aimais pour l'avenir. Et aujourd'hui,
Elle est là. Négociant mon rêve comme un vulgaire contrat. Ironie. Non. Un murmure choqué parcourut l'assemblée. Et je sentis le rouge me monter aux joues. Élodie me fixait. Non avec haine. Mais avec une tristesse infinie. Ses yeux implorant une réponse que je ne pouvais donner. La réunion dégénéra en chaos, cris. Applaudissements. Flash de photographe. Je m'éclipsai par une porte latérale. Le souffle court. Et me retrouvai sur les quais. Face à la mer agitée. Les vagues claquant contre les pilotis comme des reproches. Elle me suivit. Bien sûr. Ses pas résonnèrent derrière moi. Et quand elle m'atteignit, nous nous affrontâmes sous la pluie naissante. Les gouttes perlant sur nos visages comme des larmes célestes. Pourquoi, Lucie? Pourquoi cette trahison bi? Sa voix se brisa. Et elle s'effondra contre moi. Ses poings martelant faiblement ma poitrine. Je l'enlaçai. Serrant son corps tremblant contre le mien. Et les mots jaillirent en un flot, parce que j'ai peur. Peur de l'aimer autant? De tout risquer à nouveau. Paris m'a forgé en machine. Élodie. Mais toi. Tu es mon humanité perdue. Nous pleurâmes ensemble. Là. Sur le port. Indifférente au regard curieux des passants. Nos corps se fondant dans une étreinte qui effaçait les années. La pluie redoubla. Lavant nos blessures. Et quand elle s'écarta. Ses yeux étaient clairs. Résolus. Alors. Choisis. Vraiment. Cette fois. Les jours suivants furent un tourbillon émotionnel. Une reconquête lente et douloureuse. Élodie m'emmena dans les recoins oubliés de Barcelone, une balade nocturne dans le labyrinthe du Barry gothique. Où nous nous embrassâmes sous les porches gothiques. Nos lèvres se retrouvant avec une tendresse nouvelle, un pique-nique sur la plage de la Barceloneta. Où elle me confia ses cicatrices les nuits solitaires après mon départ. Les thérapies pour guérir le vide. Les amours éphémères qui n'avaient été que des pansements. Tu m'as brisée. Mais tu m'as aussi rendue plus forte. J'ai appris à m'aimer seule. Moi. Je lui avouai mes victoires vides, les promotions solitaires. Les flirts superficiels avec des collègues pour combler le manque. La thérapie chez une psy du Marais qui m'avait forcé à affronter mon syndrome de l'abandon inversé. Le projet Port-Vert devint notre champ de bataille commun. Ensemble, nous réécrivîmes les clauses. Ralliant Ruiz à notre cause par une présentation magistrale où son expertise architecturale et mon acuité légale fusionnèrent en une symphonie irrésistible. Les investisseurs cédèrent. Le scandale se mua en triomphe médiatique. Et Élodie fut célébrée comme la sauveuse de la côte catalane. Mais au-delà du professionnel, notre amour renaissait. Plus mature. Plus nuancé, des nuits dans son loft. Où nous parlions jusqu'à l'aube de nos peurs et de nos rêves. Nos corps s'unissant avec une douceur qui contrastait avec la passion d'antan, des matins paresseux à déguster des ensaimadas encore chaudes. Riant des absurdités de la vie. Pourtant, le conflit couvait toujours. Paris tirait sur moi comme un aimant. Des emails urgents de Le Maire me rappelant mes engagements, ne néglige pas ta carrière pour un caprice espagnol. Lucie. Et Élodie. Sentant l'ombre. Devint distante par moments. Ses yeux s'assombrissant quand je mentionnais un vol retour. Promets-moi que ce n'est pas un autre compromis. Murmurait-elle. Et je jurais. Mais au fond, la peur persistait. Le climax survint lors de la fête inaugurale du projet. En septembre. Sous un ciel étoilé sur les quais rénovés. Des centaines d'invités, politiques catalans en smoking. Artistes locaux aux tenues excentriques. La presse internationale.
Élodie et moi devions prononcer un discours conjoint, un symbole d'unité. Mais au milieu de la soirée, alors que les coupes de cava circulaient et qu'un quartet de flamenco jouait une rumba envoûtante, Ruiz m'attira à l'écart, dans un coin sombre du hangar vitré. Lucie. Une offre en or, partenariat immédiat si tu reviens à Paris et laisse ce bazar espagnol à des juniors. Pense à ton avenir. Ces mots étaient un poison sucré. Et pendant un instant, l'ambition flamba, vision de bureaux somptueux, de conférences à Davos, d'un nom gravé dans le marbre du barreau. Je hochai la tête, presque machinalement. Et quand je rejoignis la foule, Élodie me vit ce regard fuyant, cette hésitation. Elle pâlit, son sourire se figeant en masque. Le discours fut un désastre contenu, nos mots se heurtèrent, maladroits. Et à la fin, elle s'excusa abruptement, disparaissant dans la nuit. Je la pourchassai jusqu'à son loft, frappant à la porte jusqu'à ce que mes phalanges saignent presque. Quand elle ouvrit, les yeux rougis, ce fut le point de rupture. Encore ? Tu vas encore me trahir pour tes tours d'ivoire parisiennes, hurla-t-elle. Et je m'effondrai à ses pieds, les sanglots me secouant. Oui. Non. Je ne sais plus. J'ai peur de tout perdre à nouveau. Élodie. Toi. Moi. Nous. Elle me releva. Nous nous embrassâmes avec une urgence désespérée. Mais c'était un baiser d'adieu, chargé de sel et de sanglots. Va-t'en. Lucie. Choisis-toi d'abord. Peut-être qu'un jour. Cette nuit-là, seule dans ma chambre d'hôtel, je rédigeai ma démission à Lemaire. Pas pour elle, pour moi. Pour l'âme que j'avais vendue au diable de l'ambition. Mais le mal était fait, Élodie. Blessée au vif, érigea un mur. Les semaines suivantes, nos échanges se limitèrent à des mises à jour professionnelles. Froid comme un protocole diplomatique. Le fantôme était revenu. Plus insidieux. Entend non plus les réunions, mais l'espace entre nous. Et dans ce vide, je compris la véritable humanité de notre histoire. L'amour n'est pas une possession, mais un choix perpétuel, fragile comme une mosaïque gaudienne sous la pluie. Octobre enveloppa Barcelone d'une douceur automnale. Les feuilles des marronniers du parc de la Ciutadella virant à l'or et au roux, comme un tableau impressionniste où Monet aurait croisé les ombres de Picasso. J'avais démissionné de Lemaire et associé dans un email laconique, invoquant un virage personnel vers le consulting indépendant, et m'étais installé temporairement dans un Airbnb du quartier de Saria, un havre verdoyant loin du tumulte du centre. Paris, cette maîtresse possessive, m'avait relâché avec une indifférence blessante un appel courtois de Ruiz. Dommage. Lucie. Mais les opportunités foisonnent. Mais la liberté avait un goût amer, teinté de l'incertitude d'une vie reconstruite sur des ruines. Élodie. De son côté, s'était retranchée dans son travail avec une ferveur presque monastique. Le port vert avançait, ses premières fondations posées sous les applaudissements des médias, et son cabinet fleurissait, nouveaux contrats pour des éco-rénovations dans les villages de l'Emporda. Des conférences à l'ETSAB où elle inspirait une génération d'architectes queer et engagés. Par des amis communs, une ancienne colocataire d'Élodie, qui m'avait contacté via LinkedIn. J'appris qu'elle sortait à nouveau, des dîners avec une sculptrice basque aux cheveux teints en bleu. Des rires partagés lors de vernissage au Macba. Chaque bribe d'information était un coup de poignard doux. Un rappel que le temps n'avait pas attendu mon retour. Je la vis pour la première fois depuis la rupture lors d'une exposition au Kexa Forum. Un événement sur l'architecture durable où nos chemins se croisèrent inévitablement.
La salle, aux murs de béton brut ponctués d'écrans tactiles interactifs, bourdonnait de conversations intellectuelles. Et elle était là, au milieu d'un groupe d'artistes, sa robe portefeuille rouge sans soulignant sa silhouette affirmée, un verre de Tempranillo à la main. À 35 ans, elle avait cette assurance nonchalante des femmes qui se sont réinventées. Ses yeux noisettes pétillants d'un humour retrouvé. Quand nos regards se heurtèrent, elle hésita, puis s'approcha, flanquée de sa compagne du moment, une femme athlétique aux traits andalous, qui posa une main possessive sur son bras. Lucie. Son ton était neutre, poli, comme si nous étions de vieilles connaissances de fac. Félicitations pour le projet. Et pour ta démission. Courageux. Je hochai la tête, la gorge serrée, notant la distance physique autant qu'émotionnelle. Merci. Et toi? Tu rayonnes, Élodie. Vraiment. Un silence gêné s'installa. Rompu par sa compagne, on y va? La performance commence. Élodie acquiesça. Mais avant de partir, elle glissa, si tu veux parler. Un café. Un jour. Sans pression. Puis, elle s'éloigna, sa silhouette se fondant dans la foule. Et je restai planté là, le cœur en miettes, réalisant que la reconquête ne serait pas un conte de fées, mais un pèlerinage ardu vers le pardon. Les semaines suivantes, je me plongeai dans une introspection forcée, une thérapie catalane auprès d'une psychologue du Raval qui mélangeait mindfulness et contes de Garcia Lorca. L'amour véritable n'efface pas les cicatrices, il les intègre, me dit-elle un après-midi pluvieux, tandis que la pluie tambourinait sur les tuiles anciennes. J'écrivis des lettres à Élodie non envoyées. D'abord, des pages et des pages de regrets, de déclarations d'amour nuancées, où j'admettais ma peur viscérale de la vulnérabilité. Forgée dans une enfance normande de parents divorcés qui s'étaient aimés passionnément mais brièvement. Tu étais mon phare, Élodie. Et j'ai fui la lumière par crainte d'être consumée. Finalement, je lui envoyai un message simple. Café? Plaza del Rey? Samedi midi. Juste pour parler. Elle accepta. Et ce samedi-là, sous les arcades gothiques de la plaza, entourés des vestiges de la muraille romaine, nous nous assîmes à une terrasse ombragée. 2 tasses de cortado fumant entre nous. Elle arriva en jean et pull oversize. Ses cheveux noirs lâchés. Un air détendu mais vigilant. J'ai rompu avec Carla il y a une semaine. Lâcha-t-elle après les banalités d'usage. C'était bien. Mais. Pas toi. Mon cœur bondit. Mais je retins mon élan. Nous parlâmes des heures, de ses victoires professionnelles, de ma nouvelle vie de consultante freelance axée sur le droit éco-responsable, de la ville qui nous avait tant pris et tant donné. J'ai compris quelque chose. Ces dernières années, confia-t-elle, ses doigts traçant des motifs invisibles sur la table. L'amour n'est pas une tour imprenable, c'est un jardin qu'on cultive ensemble. Avec des saisons de gel et de floraison. Le pardon ne vint pas d'un coup, mais en couches subtiles. Comme une fresque restaurée. Des cafés devinrent des dîners, paella aux fruits de mer dans un mas du Penday. Où nous rîmes aux éclats en évoquant nos bourdes passées, des promenades vespérales le long de la plage de Bogatel. Main dans la main. Nos pas synchronisés comme une valse retrouvée. Une nuit. Après un concert de rumba catalane au Jamboree. Nous finîmes chez elle. Et l'amour physique revint. Plus profond. Plus conscient, des caresses lentes qui exploraient non seulement les corps, mais les âmes blessées.
Des murmures de « Je suis là » qui scellaient une promesse renouvelée. Mais le vrai test survint en novembre. Quand une offre mirobolante atterrit sur ma table, un poste de directrice juridique pour une ONG européenne basée à Genève. Avec un salaire princier et une mission humanitaire défendre les droits des communautés côtières face au changement climatique. C'était l'ultime tentation. Un équilibre entre ambition et vocation. J'en parlais à Elodie lors d'un dîner aux chandelles dans un restaurant du Ribera. Nos assiettes de fideuà à l'encre de sèche à moitié entamées. Et toi? Qu'en penses-tu? Demandai-je. Le cœur suspendu. Elle posa sa fourchette. Ses yeux sont dans les miens avec cette intensité qui m'avait toujours désarmée. Je pense que c'est toi. Lucie. Ton feu intérieur. Canalisé pour le bien. Mais. Genève? La peur dans sa voix était palpable. Un écho de notre passé. Je pris sa main. La serrant fort. Pas sans toi. Viens avec moi. Ou restons ici. Mais ensemble. Cette fois. Pas de fantômes. Plus de trahison. Elle pleura. Doucement. Et hocha la tête. Ensemble. On construira notre propre port vert. Où qu'il soit. Le dénouement fut humaniste. Non pas un happily ever after hollywoodien. Mais une paix conquise. Tissée de compromis aimants. J'acceptai le poste. Et Elodie. Après mûre réflexion. Décida de m'accompagner. Étendant son cabinet vers des projets transalpins tout en gardant une base à Barcelone, notre ancre catalane. Nous nous installâmes dans un appartement genevois aux fenêtres donnant sur le lac Léman. Un espace lumineux où ses maquettes voisinaient mes codes annotés. Les réunions, désormais, n'étaient plus hantées, elles étaient des chapitres d'une vie partagée. Ponctués de voyages impulsifs à Barcelone, où nous dansions la sardane sous les étoiles. Nos corps enlacés comme au premier jour. Et un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur les quais du Rhône, Elodie me glissa une bague simple, un anneau d'argent gravé d'une mosaïque miniature, inspiré de Gaudí. Pas un mariage. Pas encore. Juste un engagement. À cultiver notre jardin. Quoi qu'il advienne. Je l'embrassai. Les larmes aux yeux. Et dans ce baiser, je sentis enfin la paix, l'amour. Ce fragile miracle n'avait pas été abandonné, mais réinventé. Plus fort des tempêtes traversées. Barcelone nous avait donné, Genève nous unirait. Et le fantôme? Il s'était évaporé, laissant place à une femme réelle, aimée, entière.